chers collègues, Monsieur le Président, j'ai noté que 26 questions orales sans débat ont été formulées à l'endroit du gouvernement, dont 11 ont été effectivement examinées. Dans le même ordre d'idée, 11 questions orales avec débat ont été enregistrées depuis notre installation, dont 5 ont été effectivement examinées. Certaines de ces questions ont été déplacées d'un rôle à l'autre, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur. S'agissant des questions d'actualité, 17 ont été enregistrées, au nombre desquelles 10 ont été effectivement examinées. Au total donc, 54 questions ont été adressées au gouvernement, dont 26 ont été examinées à ce jour, soit un traitement d'environ 48%. Au regard de ce qui précède, il est évident que l'ambition que nous nourrissons, celle de construire un véritable état de droit et de contribuer au bien-être de nos populations, se concrétise chaque jour un peu plus à travers nos actions, ici même à l'Assemblée nationale. Sur le plan de la diplomatie parlementaire et au-delà de ces activités classiques dans la conduite de la politique extérieure du Bénin, que sont le vote des lois autorisant la ratification des traités, le vote des crédits affectés à l'action internationale de l'État et le contrôle de l'action gouvernementale, notre Assemblée s'est donnée pour mission d'entretenir des relations d'amitié et de coopération avec d'autres parlements nationaux et différents partenaires avec lesquels elle partage les mêmes idéaux et les mêmes objectifs. C'est dans ce cadre qu'une trentaine de groupes interparlementaires d'amitié a été mise en place par la 9e législature pour contribuer au renforcement des relations de coopération interparlementaire avec d'autres parlements nationaux. Cet engagement en matière de relations interparlementaires et internationales s'est également caractérisé par la participation des parlementaires béninois aux activités des organisations interparlementaires ainsi qu'aux forats internationaux impliquant les élus d'autres pays en vue d'engendrer une coopération dynamique qui contribue au renforcement de l'image de marque de notre pays. Dans un tel contexte donc, un contexte de mutualisation des expériences démocratiques et de multiplication des échanges, notre Parlement parvient ainsi, sous votre leadership, Monsieur le Président, leadership raisonné, à faire entendre davantage sa voix et à prendre part activement au grand débat sur les enjeux internationaux contemporains. Ces actions concrètes que nous avons su mettre en œuvre en si peu de temps constituent des motifs de satisfaction que nous devons mettre à l'actif de tous, indépendamment de nos divergences politiques. C'est pourquoi, Monsieur le Président, tout en vous félicitant pour la dextérité avec laquelle vous avez pu conduire nos travaux au quotidien, je voudrais ici même vous assurer, Monsieur le Président, de notre entière disponibilité à accomplir avec dignité et responsabilité, avec dévouement et détermination, les missions constitutionnelles qui sont les nôtres en vue de l'enracinement de notre démocratie et du développement de notre chère patrie, le Bénin. Je voudrais donc vous réitérer, Monsieur le Président, notre soutien dans toutes les initiatives qu'il vous plaira d'entreprendre dans ce sens. Pour finir, Monsieur le Président, permettez-moi de former une nouvelle fois, au nom de tous les députés de la 9e législature et en mon nom propre, nos sincères vœux de parfaite santé, de bonheur, de paix et de réussite pour l'année 2024. Mes chers collègues, comme vous le voyez bien, et je me réjouis de votre parfaite convergence de vues sur ce point, tout cela appelle de nous une prise de conscience de plus en plus marquée de nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, car il est plus sûr de construire l'avenir que de le prévoir.
En tout état de cause, je demeure convaincu que la 9e législature saura contribuer mieux que les précédentes au renforcement de notre processus démocratique et au développement de notre nation. En effet, l'énorme travail législatif abattu en ce début d'année, ainsi que le retour au dialogue et à la recherche du consensus initié par le chef de l'État, présage, à n'en point douter, qu'en 2024 et pour le reste de notre législature, nous nous illustrerons par davantage de production législative, chaque député étant à même d'exprimer librement sa position et le consensus se faisant sur l'essentiel, à savoir doter notre pays de lois utiles et de qualité. C'est sur cette note d'optimisme et d'engagement que je voudrais clore mon propos en vous formant à mon tour mes vœux sincères de santé, de longévité, de paix profonde et de bonheur pour chacune et pour chacun d'entre vous, ainsi que pour les membres de vos familles respectives. Je vous souhaite par ailleurs le renforcement des bonnes pratiques au sein de notre institution et une plus grande productivité législative au cours de l'année 2024. Je prie enfin Dieu, Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, d'accorder la santé et le bonheur à l'ensemble du peuple béninois et à ses dirigeants, ainsi que la paix et la prospérité à notre pays. Bonne, heureuse et sainte année 2024 et je vous remercie pour votre écoute. Ouverte le mardi 31 octobre 2023, la deuxième session ordinaire de l'année 2023 de l'Assemblée nationale a été clôturée le mardi 30 janvier 2024. Au cours d'un dîner de presse vendredi dernier, Vitali Botton, chef de la cellule de communication et porte-parole du président de l'Assemblée nationale, est revenu sur le bilan de cette session en matière législative. Au total, 11 lois ont été votées au cours de cette session, selon le point fait à la presse par Vitali Botton. Au nombre des lois de finances, nous en avons eu deux. La loi numéro 2023-01 portant loi de finances pour la gestion 2024. Ensuite, la loi 2023-02 portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2021. Trois lois ordinaires ont été votées par l'Assemblée nationale au cours de la période de référence. Il s'agit de la loi 2024-01 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes légères de destruction massive. La loi numéro 2024-03 portant modification de la loi 2024-23 du 25 mars 2005 portant régime juridique et fiscal harmonisé applicable au projet du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest en République du Bénin. Ces questions sont relatives à la fermeture de la sucrerie de Compte-Plan du Bénin, question posée par le député Jima Kolaole Okpon, à la construction d'un palais impérial à Neki, à la nomination de M. Pascal Nouyamolenda au poste de directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. À la lutte contre la cybercriminalité au Bénin, question posée par le député Réginal Koumagbe Afide. À l'instauration de l'homosexualité dans le système éducatif béninois. Question posée par le député Nourenou Achade et 4 autres de ses collègues. Globalement,
Le partenariat entre le Parlement et les organes de presse sélectionnés s'est déroulé de manière satisfaisante au cours de l'année 2023. Répondant donc aux attentes du président de l'Assemblée nationale et de l'ensemble de ses collègues. Lors du dernier dîner de presse en date, certains confrères ont exprimé le souhait que l'Assemblée nationale prenne en compte leurs organes dans le cadre des contrats de partenariat avec la presse. Je suis heureux de vous annoncer que le président de l'Assemblée nationale a favorablement accédé à cette demande en autorisant une augmentation de la cagnotte, permettant ainsi l'inclusion d'un plus grand nombre d'organes de presse. La liste sera élargie de manière équitable, mais en fonction des mérites. L'innovation de cette année, c'est que le premier prix du marathon qui était à 1 million de francs CFA passe à 2 millions de francs CFA. Vous savez, c'est un engagement qui a été pris dans cette salle lors de la première édition qui se transforme en réalité. On est fiers de vous annoncer que cette année, pour cette édition, nous avons dépassé le nombre de 20 nationalités. C'était un target, on était à 17 nationalités, à 18, on disait une vingtaine. À l'instant où je parle, on a déjà enregistré pour l'ensemble des compétitions au moins 21 nationalités dénombrées pour plus de 1200 personnes inscrites déjà. Cet engagement de la commune s'est d'ailleurs déjà traduit par une délibération du conseil municipal et la signature le 19 janvier dernier d'une convention de partenariat pour l'organisation annuelle de cette activité d'importance dans la ville de Cotonou. Je vous invite à vous associer à nous pour que d'ici 10-15 ans, on cite le marathon de Cotonou comme nous citons aujourd'hui le marathon de Paris, le marathon de Boston, le marathon des grandes villes que nous citons. Cette année, j'ai reçu l'honneur d'être l'ambassadeur du marathon Be the Best, le grand marathon de Cotonou. La spécificité de cette année, c'est que le marathon rend hommage aux femmes, aux mères, à nos Amazones. Et nous avons initié un village, donc le village du marathon, qui aura sa place à la place de l'Amazone. Figure majeure de la philosophie africaine, le professeur Paulin Moutondi est décédé ce vendredi 2 février 2004 à son domicile de Cotonou, a informé sa famille. Il était dans sa 82e année. Les intellectuels béninois et africains saluent sa mémoire. Paulin Moutondi jouissait d'une grande notoriété internationale. Il a enseigné à Besançon et Kinshasa et cofondé le Conseil interafricain de philosophie. La quête du sens, j'aime beaucoup ce titre. Mais merci d'avoir choisi ce titre. Je me suis simplement dit, dans le langage et dans la vie en général, nous avons l'obligation de faire du sens. Nous n'avons pas le droit de dire ou de faire des choses qui soient du pur non-sens. Engagé et fermement sur ses opinions, il s'est illustré à la conférence nationale de février 1990 en prenant la parole un soir pour dire ceci au président massiste Mathieu Kérékou. Pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait un état de droit, il ne suffit pas que des droits ou des libertés soient prévus dans les textes. Il faut encore que les bénéficiaires de ces droits aient le courage de les exercer effectivement, de les prendre, sans attendre qu'on veuille bien les leur octroyer. Je pense qu'il appartient au peuple souverain de décider si oui ou non c'est la
liquidation effective de l'ancienne politique à travers les hommes, les structures et l'idéologie qui la portent? Si oui ou non, c'est cette liquidation complète que le peuple demande ou pas? Mathieu Kérékou n'accepte pas la leçon et fait cette réponse aux philosophes. Les problèmes d'État, les problèmes de l'unité nationale, les problèmes de la paix sociale, de la cohésion nationale, ce ne sont pas des problèmes des philosophes. Nous demandons donc au professeur Undonji d'être patient et de ne pas dire nous voulons la démocratie, mais de ne pas dire pourquoi on nous fait perdre le temps. Il vaut mieux perdre le temps et trouver une solution juste à ces problèmes que de vouloir gagner le temps et perdre sa vie ou faire perdre la vie aux autres. Le philosophe sera quand même fait ministre 2 fois après la conférence nationale. Jusqu'à sa mort, il a gardé sa liberté de pensée et de parole. Les Béninois sont fiers de cette voix influente et respectée et attendent que la République lui rende un hommage mérité. Le Togo vient de battre l'Indonésie en Coupe Davis de tennis. Les tennismen togolais ont dominé 3-2 l'Indonésie lors des play-offs du groupe 2 mondial disputé à Lomé, la capitale togolaise. Ça c'est incroyable, je ne sais pas quoi dire. On dirait que c'est un rêve pour moi de rêver à ça. Le Togo est solide, avec, on est ensemble, on a une team qui est pas séparée et tout ça. Le tandem comme la Villoglo, Thomas Setodi a composté le ticket du Togo pour l'autre phase du groupe 2 mondial de la Coupe Davis qui aura lieu en septembre 2024. Après plus de 20 ans d'absence, le Togo marque son retour sur la scène mondiale du tennis avec une progression remarquable, fruit d'un travail de relance de la discipline entrepris par la Fédération nationale qui mise beaucoup sur la formation avec la création d'un centre de formation à Lomé. Je peux dire que ça a apporté des fruits. Nous sommes en train d'envisager de fabriquer les futurs champions. Par exemple, ceux qui sont en train de jouer de l'autre côté, au niveau de la Coupe Davis, j'ai mes enfants dedans. Le centre école de tennis de Lomé s'impose comme le berceau des futurs champions togolais. Avec un programme axé sur l'entraînement intensif, ce centre dédié aux enfants offre un environnement propice à leur développement. L'opportunité que le centre du Togo nous offre nous donne la possibilité de pouvoir nous améliorer du côté physique et technique pour pouvoir gagner plus de tournois. Au moment où le centre école tennis de Lomé est en plein essor, une victoire en Coupe Davis vient confirmer que le Togo est en train d'écrire un nouveau chapitre de son histoire tennistique. Lundi soir, le Parlement sénégalais a adopté le projet de loi visant à repousser la présidentielle. Initialement prévue le 25 février, cette élection a été reportée au 15 décembre prochain. Ce report s'est fait dans la plus grande confusion alors que des députés opposés à la loi ont été évacués du Parlement par la force. La loi a été finalement adoptée par les députés présents dans la nuit de lundi à mardi à la quasi-unanimité par 115 voix pour et 1 voix contre. Une autre disposition de la loi précise que le président Macky Sall restera dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Samedi, la tension est montée d'un cran au Sénégal après l'annonce par Sall du report de la présidentielle, et ce à quelques heures seulement de l'ouverture de la campagne. Paix à son âme. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa préoccupation face au report inédit de l'élection présidentielle au Sénégal, appelant les autorités à organiser le scrutin dès que possible. Le report du scrutin initialement prévu le 25 février a été décidé par le président sénégalais Macky Sall en raison de controverses liées à la disqualification de certains candidats et aux allégations de corruption. L'opposition voit dans ce report un coup d'État constitutionnel. Voici le bilan du président Macky Sall. Et c'est dommage et c'est regrettable parce qu'il a failli partir au moins avec la tête un peu haute. Mais là,
Malheureusement, il vient de montrer le vrai visage. Les masques sont en train de tomber. Il essaie de faire un hold-up électoral. Ça, c'est quoi? C'est un coup d'État constitutionnel et nous ne l'accepterons pas. La scène politique sénégalaise est divisée, certains saluant le report comme une opportunité de mieux se préparer, tandis que d'autres dénoncent une dérive antidémocratique et redoutent une instabilité croissante. L'Égypte a limogé le sélectionneur portugais Rui Vitória dimanche à la suite de sa campagne décevante en Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les Pharaons ont connu des difficultés tout au long du tournoi, n'ayant pas réussi à gagner un seul match, avant de quitter la compétition lors des 8e de finale, après avoir perdu au tir au but contre la République démocratique du Congo. La blessure du capitaine Mohamed Salah avait également entravé le parcours des recordman du nombre de CAN gagnés. Des noms ont déjà commencé à circuler pour la succession de Vitória, parmi lesquels celui du Français Hervé Renard, très demandé en cette période de CAN. En attendant, l'Égyptien Mohamed Youssef, ancien entraîneur d'Al Ahly, a été nommé manager par intérim. Le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri a reçu dimanche son homologue français Stéphane Séjourné dans la nouvelle capitale administrative. Lors de la conférence de presse qui a suivi cette réunion, le ministre égyptien des Affaires étrangères a mis en garde contre un conflit plus large dans la région, si un cessez-le-feu n'était pas conclu à Gaza. Le danger d'une expansion du conflit au Moyen-Orient dû à la guerre à Gaza, aux menaces que nous constatons à l'égard de la navigation dans la mer Rouge, aux opérations militaires qui ont lieu en Syrie et en Irak, ainsi qu'à la situation militaire sur les frontières israélo-palestiniennes, mettent en garde contre une escalade de la situation et un glissement vers un conflit plus large. Et c'est ce que nous nous efforçons d'éviter en appelant à un cessez-le-feu à Gaza et en traitant les problèmes d'une manière politique globale. Stéphane Séjourné, nouveau ministre des Affaires étrangères français, a déclaré lors de cette première visite officielle dans la région qu'il rejetait le déplacement forcé des Palestiniens vers l'Égypte. « 14 personnes ont été arrêtées en Italie suite à des troubles dans un centre de détention de migrants près de Rome. Selon la police romaine, les troubles ont eu lieu après le suicide d'un jeune homme de 21 ans originaire de Guinée, détenu dans le centre Pantegaleria, un centre de rétention pour les sans-papiers situé près de l'aéroport de Fiumicino. Dans la plupart des cas, ces personnes ne sont jamais expulsées, car il n'existe pas d'accords bilatéraux de rapatriement avec leur pays d'origine. Elles restent donc très longtemps coincées dans ces endroits qui sont pires qu'une prison. Le gouvernement actuel a prolongé la durée de détention jusqu'à 18 mois. Il est probable que ce monsieur, Sili Ousmane, ait reçu un coup très dur suite à la prolongation de 3 mois supplémentaires de sa détention. La coalition italienne pour la liberté et les droits civils a affirmé que les migrants placés dans ces centres étaient privés de soins de santé appropriés et de défense juridique. Les prisons italiennes sont bien meilleures qu'un centre de détention pour migrants pour rapatriement, car il existe un règlement pénitentiaire qui garantit certaines activités et certains droits. Dans les CPR, tout cela est ignoré. Les gens sont enfermés dans des cages et divisés par nationalité, par ethnie. Il n'y a rien dans les chambres à part des lits en béton et en fer boulonnés au sol. Les syndicats de police ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'insuffisance de sécurité, qualifiant les centres de rapatriement de véritables bombes à retardement et craignant des conséquences plus graves à l'avenir. Le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a lancé une mise en garde contre un possible flux de migrants soudanais vers l'Europe si un accord de cessez-le-feu n'est pas rapidement conclu entre les parties en conflit au Soudan. La situation humanitaire critique, marquée par plus de 9 millions de déplacés internes et 1,5 million de réfugiés ayant fui les combats,
risque de pousser les populations vers la Méditerranée. Les réfugiés sortent, ils ne reçoivent pas assez d'aide, ils vont plus loin. Les Européens s'inquiètent toujours des personnes qui traversent la Méditerranée. J'ai une mise en garde à leur adresser. S'ils ne soutiennent pas davantage les réfugiés qui quittent le Soudan, ou même les personnes déplacées à l'intérieur du pays, nous assisterons à des mouvements de population vers la Libye, la Tunisie et d'autres pays de la Méditerranée. L'absence de résolution du conflit au Soudan menace de créer une nouvelle vague de réfugiés, mettant en péril la stabilité régionale et accentuant les défis humanitaires. Alors que les Nations Unies estiment à au moins 12 000 le nombre de personnes tuées dans ce conflit, les groupes de défense des droits locaux affirment que le bilan réel est bien plus élevé.